Chers amis internautes, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle session de chat vidéo. Après une coupure de cette période estivale, j'espère que vous avez profité de cette période d'abord pour vous reposer et puis peut-être réfléchir à un certain nombre de questions que vous seriez amené à me poser. Je vous rappelle aussi la règle, quelques questions qui n'ont pas pu être posées la dernière fois, au mois de juin, ont été identifiées, retenues et elles seront posées au cours de ce chat. Sans plus tarder, je suis à votre disposition pour répondre donc à la première question. Alors, Monsieur le maire, la première question nous vient de Nadia. En tant que maire et président de l'agglomération, que faites-vous pour attirer des jeunes à Bourges ? Écoutez, c'est un sujet qui est très important, bien évidemment, puisque nous avons une population plutôt vieillissante. Alors, plusieurs axes, je ne vais sans doute pas établir une liste exhaustive, mais je pense à deux en particulier. Nous avons donc à peu près 5000 étudiants sur Bourges, c'est assez considérable pour une ville de cette dimension. Et puis, notamment pour ces jeunes, il faut leur démontrer et puis leur montrer, sans vouloir insister, que notre ville a des atouts. Ce sont très souvent des personnes qui ne viennent pas de notre territoire, qui viennent de l'extérieur, et leur faire découvrir notre ville, notre agglomération et même notre département avec tout l'intérêt qui s'y trouve, démontre en fait cette vitalité de notre territoire. Alors, je pense en particulier à Picampus, qui est un événement qui a eu lieu la semaine dernière, qui a permis d'expliquer aux jeunes étudiants qui étaient présents quelles étaient les infrastructures disponibles sur la ville, les services qui étaient disponibles, pour qu'ils se sentent bien dans cette période, on va dire, étudiante, et puis qu'elle puisse aussi leur donner d'envie finalement de poursuivre leur vie après les études sur notre territoire. Il y a un autre élément aussi important, c'est tout ce qui est lié au développement économique de notre territoire, donc porté par l'agglomération. Inciter bien sûr les entreprises qui sont sur place sur nos territoires à proposer, dans le cas où ils en aient besoin, des offres d'emploi de haut niveau à travers les jeunes universitaires qui arrivent, et puis aussi aider des jeunes entrepreneurs, il y en a, à travers les structures qui sont en place au niveau de l'agglomération, ou tout au moins portées par l'agglomération. Je pense à la couveuse entreprise, qui aide un jeune qui a un projet à le viabiliser, à l'étudier avant de se lancer, on va dire, dans l'aventure d'une éventuelle création d'entreprise. Et puis le jeune créateur d'entreprise qui a décidé et qui a validé son projet, de lui donner des moyens, notamment de logistique, de pouvoir démarrer son entreprise, et à travers une structure qui s'appelle la pépinière d'entreprise, entre autres l'hôtel d'entreprise qui a été inauguré il n'y a pas très longtemps. Donc voilà, c'est faire en sorte que les jeunes qui viennent sur notre territoire aient envie de rester sur notre territoire, et puis donc leur donner les moyens de rester. Alors après, sur on va dire les jeunes berruyers qui sont présents, c'est aussi promouvoir des animations. Vous avez pu constater que depuis 2 ans maintenant, nous avons créé des animations différentes. Je pense à la descente infernale en particulier, je pense au trail urbain, mais il y en a aussi bien d'autres. Et puis tous ces jeunes-là sont aussi des ambassadeurs de notre ville et de notre agglomération. Vous savez que j'y suis très attaché, et le fait de se sentir bien dans notre ville, c'est à eux aussi de promouvoir que nos territoires sont très intéressants, et d'inciter leurs amis, leurs familles à venir sur Bourges et l'agglomération, et pourquoi pas y rester. La question suivante nous vient de Gabriel. Prévoyez-vous de réparer certaines rues, je pense à la rue Louis Mallet ou Lasnais, d'ici la fin de votre mandat ? Écoutez, je ne sais pas si c'est une question téléguidée, mais il se trouve qu'il y a 1 heure, j'étais avec Philippe Mousty, maire adjoint en charge des travaux et de l'accessibilité. Nous avons évoqué ces deux sujets, de la rue Louis Mallet et de la rue de Lasnais. Vous imaginez bien que la refonte, ce qu'on appelle techniquement la requalification complète de ces 2 rues, a un coût, une période où la ville se trouve dans des difficultés, on va dire, budgétaires, bien évidemment. Mais il faut intégrer aussi que ces rues sont finalement en très mauvais état. C'est pas récent, et il est temps de faire quelque chose. C'est la raison pour laquelle nous envisageons effectivement d'ici la fin du mandat, et ça sera sans doute plus rapide pour la rue de Lasnais, de refaire à minima cette rue, que ça peut consister uniquement à refaire
les trottoirs, changer les bordures de trottoirs et refaire la chaussée, refaire un enrobé sur la chaussée, ce qui permettra, et pour moi c'est une obligation de mettre le stationnement des voitures sur la chaussée et plus sur les trottoirs pour la rue de Lasnais, et réfléchir donc à un sens unique de la rue de Lasnais dans le sens sortant. Ça c'était une réflexion que nous avions déjà eue et exposée aux riverains en 2008 ou 2009. Pour la rue Louis Mallet, c'est un peu plus compliqué. Vous voyez la longueur de la rue. C'est une rue qui est en plus très passante, puisque c'est une voie qui est rentrante, qui permet au moins de relier certaines villes de communes de l'agglomération, la Rocade, qui fera bientôt complètement le tour de la ville, mais aussi jusqu'au centre-ville. Et là, aujourd'hui, il faut voir sous quelles conditions on peut financer aussi sans doute à minima, c'est-à-dire au moins la réfection de la chaussée, probablement en plusieurs tranches, de manière à ce que d'ici la fin du mandat, on ait un chemin de roulement qui soit complètement acceptable par rapport à la situation d'aujourd'hui. Je veux rajouter simplement sur la rue Louis Mallet, nous allons engager très prochainement des travaux liés à la mise en place d'un centre commercial ou d'une activité commerciale Intermarché. Vous savez, c'est un projet qui sort enfin, et ça sera sans doute l'occasion, à travers la réalisation de ce gératoire, de pouvoir faire peut-être une partie, un tronçon de la rue Louis Mallet, mais simplement au niveau de l'enrobé. Geneviève Tanier pose la question suivante. Elle précise que cette question concerne la future déchetterie de l'aéroport et elle demande pourquoi les résidents n'ont pas été informés de cet état de fait et surtout pourquoi si près des habitations. Écoutez, d'abord, c'est un sujet qui a été évoqué, c'était une hypothèse, puisque vous savez que l'origine quand même de cette réflexion, c'est la fermeture donc, de la déchetterie des Danjons. Donc avant de fermer cette déchetterie des Danjons, qui est, on va dire, hors norme, il convenait de trouver un lieu, toujours dans le secteur sud de la ville, de manière qui soit suffisamment accessible à l'ensemble des verrouillés, et puis qui soit dans un secteur qui apporterait le moins de gêne possible. Donc ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que aujourd'hui, il n'y a pas de décision définitive de prise. Il a été évoqué au sein des conseils de quartier correspondant au quartier de l'aéroport cette possibilité. La probabilité que ceci se fasse sur ce site est importante, bien évidemment, mais qu'il faut aussi intégrer une chose importante, c'est que les déchetteries telles qu'elles sont conçues aujourd'hui sont des déchetteries qui doivent répondre à des normes très précises et qui sont très performantes justement en termes de bruit, en termes d'odeur, tout ce qui peut gêner, je dirais, un quartier. Et en l'occurrence, certains élus de l'agglomération pilotés par Yvon Bechon, qui est en charge comme vice-président de l'agglomération, donc tous ces aspects gestion des déchets, se sont déplacés sur une déchetterie en région parisienne, je crois que c'est à Melun de mémoire, pour voir quels étaient un exemple d'une déchetterie type, une nouvelle formule. Et le rapport qui m'a été fait était très favorable, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les déchetteries sont plus celles que l'on créait il y a encore quelques années. Donc voilà un peu la démarche. Moi j'ai surtout veillé aussi une chose, c'est que cette déchetterie ne présente pas de gêne vis-à-vis des riverains, que ce soit aussi sur un terrain qui soit à relative proximité. Il n'est pas pensable d'aller faire trop de kilomètres aux berruyers et aux habitants de l'agglomération pour aller déposer leurs déchetteries, sinon ils n'iront pas. Et c'est vrai que ce terrain qui n'était pas utilisé, qui connaît aussi quelques contraintes, notamment dues à la proximité de l'aérodrome plus exactement, se prête à cet usage. Une question de Michel maintenant. La construction sur les marais des Plantons continue-t-elle toujours ? Il semble que rien n'est fait. Merci de votre réponse. Écoutez, à ma connaissance, des constructions ne progressent pas, mais nous avons effectivement fait le nécessaire pour signaler ce dysfonctionnement, puisque quelques personnes, on va dire comme ça, ont pris leur aise en fait pour au départ
habiter là dans, on va dire, des logements un peu provisoires. Et puis finalement, ils se sont assis, si je peux m'exprimer ainsi, sur toutes les règles d'urbanisme. Donc nous avons signalé au service ad hoc ce dysfonctionnement. Donc la procédure est en cours, en tout cas, pour faire en sorte que les gens qui se sont installés là, sur une zone qui n'était pas constructible en l'état, puissent répondre, faire en sorte que les installations qu'ils ont mises en place répondent aux règles d'urbanisme de ce secteur-là en particulier. Alors André voudrait savoir quand doit arriver l'éco-garde des marais et que va coûter ce poste à la mairie. Écoutez, d'abord, ça ne coûtera rien à la mairie puisque nous avons décidé de ne pas recruter et faire appel à des candidatures internes. Donc c'est le cas. Je crois qu'il y a 2 personnes qui sont identifiées et le choix parmi deux a peut-être eu lieu ou devra avoir lieu dans les tout prochains jours. Et dès l'instant où elle sera effectivement désignée, la fiche de poste a été définie. Elle a été faite aussi en collaboration avec les associations de maraîchers. Et donc, je pense que d'ici quelques semaines, l'éco-garde sera opérationnelle dans les marais. Yann pose la question suivante. Suite à un constat, il devient de plus en plus compliqué de voyager en train depuis Bourges. N'avez-vous pas peur que ce phénomène enclave encore davantage notre ville ? Oui, bien sûr, c'est une inquiétude, c'est pas une inquiétude récente. Je veux rappeler que pendant la campagne municipale, j'avais rencontré le directeur régional de la SNCF pour le sensibiliser sur cette difficulté, manque de fréquence, retard sur certaines lignes, notamment au niveau des correspondances entre Bourges et Vierzon. Les choses sont compliqué dans la mesure où j'ai rencontré aussi ce même directeur régional de la SNCF juste avant l'été, à la fin du printemps. D'abord, j'en avais profité pour lui rappeler mon fort mécontentement d'avoir coupé la ligne Paris-Bourges en plein printemps de Bourges. Bon, ça c'était quand même quelque chose un peu indélicat. Et puis l'occasion pour moi de rappeler en fait ces difficultés. Maintenant, vous savez, aujourd'hui, il y a de la concurrence sur les transports en commun en particulier, parce qu'en fait, la SNCF ne répond pas sans doute complètement à l'attente des usagers, et donc les lignes de bus dits bus Macron, je vais les appeler comme ça, ont fait leur apparition et rencontrent un certain succès. Les opérations de covoiturage aussi fonctionnent très bien, puisque on le voit quand on regarde toutes les voitures, notamment qui se trouvent stationnées à l'échangeur d'autoroute, on voit bien que ce sont des choses qui fonctionnent. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire qu'il va y avoir un deuxième parking qui va être construit à proximité. Donc tout ça fait en sorte que les gens se débrouillent. Et alors c'est un peu un cercle vicieux. Ça veut dire qu'en fait, plus les gens des personnes utilisent des moyens différents que de la SNCF, moins les trains sont remplis, moins ils sont rentables, et plus il y a risque de suppression de lignes. Donc c'est ça aussi la difficulté. Alors voilà, on se bat contre ça. Je ne suis pas le seul. Vous voyez qu'il y a d'autres territoires qui bougent, notamment Montluçon, qui souffre beaucoup du manque de trains sur ces territoires-là. Et c'est très grave, parce qu'au-delà d'un certain confort, nos territoires rencontrent des fois des difficultés par rapport à leur entreprise, qui ont du mal aussi à recruter, parce que les moyens de communication ne sont pas simples. Et ça commence déjà au moment du recrutement. Donc ça, c'est des témoignages de chefs d'entreprise qui nous font partager tout ça. Donc il faut vraiment qu'on se batte d'une façon solidaire sur le fait au moins de maintenir les trains et les fréquences qui sont en place actuellement. Alors une question de Mossé maintenant. Le plan de renouvellement urbain va-t-il s'accompagner d'un plan de renouvellement fiscal ? Ceux dont la qualité de vie s'améliore verront-ils leur base fiscale ajustée, et ceux pour qui elle se détériore verront-ils leur base fiscale diminuer ? Alors, j'ai un peu de mal à suivre votre raisonnement, quelque part, mais bon, peut-être nous aurons l'occasion, si vous le souhaitez, d'un rendez-vous pour vous m'expliquer un peu plus ça. Mais simplement pour rappeler que le plan de renouvellement urbain est une chance, qu'il a fallu saisir pour notre ville en particulier. Ça a permis effectivement une rénovation de fond des quartiers Chancellerie, Gibjon et Moulon.
Ça permet aussi d'améliorer notamment l'habitat. Il y a beaucoup de choses à faire ensuite, et puis de recréer, notamment je pense à la Chancellerie, un cœur de quartier avec une vie de quartier qui ressemble un peu à une vie de village. Donc ce sont des investissements importants. Je rappelle que l'enveloppe PRU, la première enveloppe était 380 millions d'euros, avec la participation forte de l'État à travers l'ANRU et d'autres collectivités, et que sur ce budget de 380 millions, revient à charge de la ville que, si j'ose dire, 35 millions d'euros. Vous voyez, c'est une opération très importante et accompagnée. Nous lançons, donc nous sommes candidats et nous avons été retenus donc, pour ce qu'on appelle un nouveau plan de renouvellement urbain, ce qu'on appelle le NPRU proprement, qui devrait concerner essentiellement et uniquement le quartier des Gibejons, mais surtout la partie sud des Gibejons. On n'en connaît pas aujourd'hui les enveloppes financières, puisque nous avons été autorisés à lancer les études et une partie de ces études sont financées par l'État. Donc nous devrions avoir, je pense, dans le cours de l'année prochaine, quelle est l'enveloppe qui nous sera consacrée. Mais en tout cas, forcément, c'est de la dépense des investissements de la collectivité. Donc qui dit dépense, dit fatalement pas relier ça à des recettes à diminuer, surtout pas. Maintenant, ce qu'il faut voir aussi de très important, c'est que dès lors qu'on lance des grands projets d'investissement comme cela, c'est qu'on génère de l'activité économique, c'est-à-dire on pérennise des emplois, voire on les développe, et toute cette pérennisation et toutes ces activités sont quelque part des recettes fiscales indirectes dont bénéficie la ville de Bourges pour les investissements de la ville de Bourges. Mais voilà, ou alors vous m'expliquez un tout petit peu le fond de votre question, mais bien sûr pas à travers ce chat vidéo, mais je suis prêt à vous recevoir pour que vous m'expliquiez un peu plus le fond de votre question qui m'échappe un tout petit peu. La question suivante de JF Chauveau. Bonjour et ravi de vous retrouver. Vous avez parlé de faire un centre aqualudique que notre ville mérite, mais si cela se fait, allez-vous de nouveau nous augmenter massivement les impôts? Avant d'être élu, vous aviez promis de ne pas y toucher et vous l'avez fait. Merci de votre réponse sans langue de bois, s'il vous plaît. Alors, très heureux de vous retrouver, moi aussi. Vous savez que je n'ai pas l'habitude de la langue de bois. Si j'avais l'habitude de la langue de bois, je ne serais pas aussi transparent sur tout ce que nous faisons. Alors, je ne reviendrai pas sur la partie impôt. Je crois que je me suis suffisamment expliqué sur le sujet. Venons-en réellement à ce projet que vous citez sur le centre ludique, aquatique et de bien-être. Le bureau communautaire a décidé au mois de juin, oui tout à fait, de lancer au titre de l'agglomération 2 projets. Le premier, alors il n'y a pas de priorité dans ce que je dis, le premier étant un centre de congrès, et puis le deuxième étant effectivement ce centre ludique aquatique et de bien-être. Je pense qu'il nous faudra faire ces 2 projets, conduire ces 2 projets. Bien sûr, on ne les conduira pas en même temps, puisque ce sont des projets qui sont probablement lourds. Donc la question qui se pose dans les mois qui viennent, c'est quel est le projet qu'on met en priorité ? Alors les avis divergent là-dessus. Les 2 projets, pour moi, ont un sens et de toute manière participent à la fois tous les deux à l'attractivité de notre territoire. On évoquait ça tout à l'heure avec les jeunes en particulier. Et puis, un des 2 projets sur le centre aquatique participe aussi, je dirais, au bien-être de nos habitants et des habitants de l'agglomération au moins. Donc, j'insiste sur le fait que c'est un projet qui sera porté par l'agglomération, et il y a une logique là-dedans, parce que vous comprenez bien que ces infrastructures ne s'adressent pas forcément aux seuls berruyers, mais aussi à l'ensemble des habitants de l'agglomération. C'est la raison pour laquelle ce projet étant financièrement porté par l'agglomération, il ne faut pas faire d'amalgame en termes d'impôts, puisque ce ne sera pas la ville qui portera, mais l'agglomération. La prochaine question est de Frédéric. Quel bilan tirez-vous des nouveaux ramassages de poubelles? Avec le recul, estimez-vous avoir fait le bon choix? Le bon choix, certainement. Pour rappeler que cette nouvelle fréquence de collecte a démarré le tout début mai, je crois que c'était le 1er mai, alors sans doute pas le 1er mai puisque c'était férié, mais le 2 ou le 3 mai.
Je vous rappelle qu'en fait, l'origine de ce changement était qu'on avait constaté d'une façon assez scientifique que les poubelles n'étaient pas forcément remplies totalement à chaque ramassage. En moyenne, sauf exception, c'était entre un tiers et la moitié des poubelles, et puis que tous les berruyers ne sortaient pas forcément leurs poubelles les jours de ramassage. Donc ça expliquait que dans la plupart des cas, la fréquence pouvait être diminuée. Deuxième élément, en diminuant la fréquence, on a pu faire en sorte que la facture de ramassage puisse être tout au moins n'augmente pas de 300 000 euros. Donc c'est déjà de 300 000 euros que l'agglomération ne dépense pas. Alors après, quand on fait effectivement le retour après expérience, moi j'ai souhaité qu'on insiste sur ces fréquences-là et qu'on ne change pas ces fréquences parce que, on va dire que ça râlait un petit peu dans les rues, qu'on insiste parce qu'en fait il faut à chaque fois faire de l'appel. D'abord, nous sommes tous, tant que nous sommes un peu réticents au changement, ça c'est notre nature. Deuxièmement, il fallait aussi faire beaucoup de pédagogie, expliquer les raisons pour lesquelles nous l'avons fait, même si ce travail avait été fait en amont. Troisièmement, que ce système se mette progressivement en place, que les automatismes changent un peu sur les jours de sortie. Et puis, voilà, donc là, le constat est fait. Globalement, les choses se passent plutôt bien, sauf que dans quelques rues en particulier où nous envisageons effectivement de revenir un tout petit peu sur ces fréquences, mais ce sont sur des rues très ciblées. Nous n'allons pas changer complètement les fréquences sur l'ensemble de la ville, ce qui serait une vraie bêtise. Et puis, vous savez, quand on regarde aussi ce qui se passe dans d'autres villes de notre dimension sur le territoire français, on voit très bien que les choses vont dans ce sens-là. Donc voilà, nous ne sommes pas une exception, mais c'est un changement d'habitude. Et puis aussi, il faut vraiment aussi que les berruyers en particulier fassent un gros effort sur le tri. Nous ne sommes pas bons sur le tri. Il y a une vraie marge de progression, même si les choses se sont améliorées depuis que les deux types de poubelles sont en place. Mais il y a encore un gros effort à faire, ce qui fait que en faisant ces gros efforts, on diminuera les volumes de déchets, on diminuera ce qu'on mettra dans nos poubelles, et donc en fait l'acceptation d'une fréquence moins importante sera forcément meilleure. La prochaine question est posée par Lisiane. Les inondations semblent être oubliées, sauf par les personnes qui les ont subies. Ne serait-il pas raisonnable de transformer en bassin de rétention le lac d'Auron, qui avait été désigné en premier lieu comme bassin de loisirs par le constructeur ? Bon, finalement, c'est bien que ce chat colle à l'actualité, parce que nous avons une réunion cet après-midi organisée donc, par Madame la Préfète et tous ses services à l'ensemble des maires des communes du département pour faire un point sur la situation de ce qui s'est bien passé, ce qui s'est moins bien passé. Justement, avec l'idée de dire ce qui s'est moins bien passé, faisant en sorte de trouver des actions correctives pour que la prochaine fois, en espérant qu'il n'y en ait pas d'autres, bien évidemment, les choses se passent plutôt bien. Moi, j'ai demandé à Madame la Préfète la chose suivante. C'est que je voudrais vraiment qu'on ait une analyse, alors je ne sais pas si c'est un audit, je ne sais pas comment on peut appeler ça, ou une enquête administrative, pour essayer de comprendre ce qui a pu se passer à la fois sur le département, mais peut-être aussi sur les départements limitrophes. Vous savez, quand on est sur des situations de risque comme cela, il y a des origines, il y a des causes. Elles peuvent être multiples. C'est souvent, je dirais, la conjonction d'un certain nombre de raisons qui font qu'on arrive dans une situation de crise. Donc il faut savoir identifier quelles ont été les causes et faire en sorte de voir quelles seraient les actions correctives à mettre en place en amont, de manière à non pas que le risque ne se produise plus, parce que je pense que le risque zéro n'existe pas, mais tout au moins le risque soit diminué. Donc ça, c'est une demande formelle que j'ai fait cet après-midi. Alors de là à changer la configuration et l'utilisation du lac d'Auron, je pense que c'est une erreur, en tout cas, parce que, une fois encore, la conception du lac tel qu'il a été fait est sur une utilisation de loisirs, bien évidemment. Donc le transformer correspondrait à des investissements énormes et risquerait d'ailleurs de générer on va dire des difficultés bien au-delà du périmètre du plan d'eau. Ça veut dire peut-être casser la rocade verte et préempter sur des habitations qui sont déjà autour. Donc ça devient techniquement juste impensable.
Si on a expliqué ce phénomène d'inondation, et ça c'est très bien été dit par les services de l'État cet après-midi, mais ça c'est une évidence, c'est vrai qu'il y a des circonstances de pluviométrie du printemps qui ont été conséquentes, qui ont fait que les terrains étaient gorgés d'eau. Donc dès qu'on a eu des phénomènes de pluie orageux qui ont plutôt eu lieu, je dirais un peu tardivement par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, et ben tout ça fait en sorte qu'on a convergé vers les bassins versants. Finalement, se sont tous déversés d'une façon avec des quantités importantes dans les rivières, et tout ça a convergé sur nos territoires. Donc je crois que il faut aller par là, il faut vraiment essayer d'analyser les causes et puis regarder d'une façon objective qu'est-ce qui peut être fait techniquement, d'une façon raisonnable, qu'est-ce que ça coûte et est-ce que l'investissement nécessite, vu le risque qui peut arriver à ce qu'on se lance sur ces opérations-là. Voilà, c'est tout ce travail qu'il faut faire, à mon avis, en toute sérénité, en toute objectivité, de manière à ce que les choses soient mieux maîtrisées. En plus, il y a un événement, un constat qui a été fait, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des syndicats qui gèrent, différents syndicats, qui gèrent les cours d'eau sur le département. Je crois qu'ils sont au nombre de 6 aujourd'hui. Il y a peut-être aussi une meilleure coordination à faire en période de crise entre ces syndicats, entre les services de l'État, entre les collectivités qui sont impactées, de manière à ce que les décisions qui sont prises à un moment donné soient les bonnes et qu'on puisse mesurer les conséquences immédiates d'une décision qui est prise à un moment donné. André voudrait savoir où en est la brigade de nuit de la police municipale. Alors la brigade de nuit de la police municipale devrait être opérationnelle au 1er janvier 2018. Alors vous allez me dire pourquoi si tard, donc il y a des explications à ça. La première, c'est que je ne souhaite pas augmenter les effectifs globaux de la ville de Bourges, bien au contraire. Et l'idée, comme pour l'éco-garde, la question qui était posée sur l'éco-garde, c'est qu'on puisse trouver des ressources en interne, autant que faire se peut. Ça veut dire qu'il faut identifier des agents qui seraient susceptibles d'accepter cette mission, donc ça c'est un premier point. Que ces agents qui sont identifiés puissent passer, on va dire, les tests de manière à ce qu'on s'assure qu'ils aient cette capacité aussi à faire, donc ça demande un peu de temps. Et puis il n'y aura pas de brigades de nuit tant que ces brigades ne sont pas armées. Vous savez que c'était une discussion que nous avons eu en 2014, je crois, des mémoires, ou non, c'était début 2015 plus exactement, c'est après les premiers événements du mois de janvier. Ça c'est une demande des policiers municipaux, alors qu'ils soient brigades de nuit ou non d'ailleurs en l'occurrence, et puis cette demande est soutenue par la police nationale. Pour ceci, il faut à la fois acheter des équipements, il faut former les agents. Ce sont des formations qui sont pointues avec une surveillance régulière. Et là, effectivement, depuis notamment les événements, il y a beaucoup de polices municipales qui souhaitent s'armer. Et donc les créneaux de formation sont un peu chargés. Donc voilà, c'est un peu chacun son tour. Donc tout ce temps-là est nécessaire pour qu'on aboutisse effectivement à une mise en place de cette police municipale et de cette brigade de nuit dès le 1er janvier 2018. Alors Harold souhaite évoquer le vélo à Bourges. Pour inciter les gens à utiliser les vélos, pourquoi ne pas mettre en place un vrai système de location de vélos style Vélib parisien ? Alors, il y avait une étude qui avait été menée dans le mandat précédent, justement sur l'intérêt de mettre ce genre de système sur la place de Bourges. Donc l'étude financière, alors il faut bien savoir une chose, c'est que cet outil, je l'appelais comme ça, de vélo libre, sont portés par des sociétés privées, évidemment pas par la collectivité. Et en conséquence de quoi, cette étude avait démontré que l'opération n'était pas rentable. C'est pour ça que nous sommes passés par une première approche consistant à mettre à disposition gracieusement sur une certaine période des vélos, notamment à l'hôtel de ville. Mais voilà, j'ai souhaité aussi, dans le cadre du marché qui est en cours pour alors sans être trop technique, de la DSP, la délégation de service public, dans le cadre des transports en commun, donc portés par Globus, qu'on intègre dans ce cahier des charges des éléments. Alors, on n'a
on n'a pas été si direct dans la Constitution, mais que le prestataire, les candidats puissent nous faire des propositions intéressantes dans le cadre de déplacements doux, je vais l'appeler un peu comme ça. Donc ça laisse la possibilité, effectivement, de pouvoir peut-être proposer ce genre de système type vélo libre que j'ai pu voir au printemps à Calais. Je me suis déplacé à Calais pour voir comment fonctionnaient les transports en commun. Effectivement, la société qui a remporté donc le marché de délégation de services publics transport en commun a ajouté donc dans sa prestation ce type d'outil, ce type de service. Donc voilà, je pense que, j'espère tout au moins que ce sera une proposition qui sera faite dans ce cadre-là. Là, nous y verrons en clair d'ici le mois de juin 2017. Jean-Claude pose la question suivante. Certains de nos concitoyens sont de moins en moins respectueux de l'environnement, mais pas vus, pas pris. En revanche, quand ils sont vus et pris, pourquoi ne pas leur faire nettoyer les trottoirs et massifs de la ville pendant un mois ? Ce sont des méthodes qu'on trouve peut-être dans d'autres démocraties que la France. Malheureusement, vous comprenez bien que c'est des choses qui sont... Je ne dis pas qu'on n'en a pas envie de temps en temps, sauf qu'en fait il faut être raisonnable et on n'a pas les moyens d'obliger les gens qui salissent à nettoyer. Malheureusement. Voilà, je crois que sur l'aspect respect, là on touche vraiment le manque de civisme de certains. Je crois qu'il faut expliquer tout ça. Je pense qu'il faut expliquer tout ça d'abord à nos enfants, parce que je suis convaincu depuis très longtemps que des messages de ce type-là passeront par les enfants, et un enfant qui est bien éduqué, alors bien éduqué bien sûr chez lui mais aussi à l'école, fait passer des messages et puis fera en sorte que l'enfant qui sera adulte à un moment donné respectera un peu plus ses voisins ou ses concitoyens. Voilà, on n'a pas de moyens, je dirais, fermes et définitifs pour obliger les gens à nettoyer, mais c'est vrai que je suis d'accord avec vous, voilà, que les personnes sont moins en moins respectueuses. Ceci dit, il me semble qu'il y a une amélioration. Moi, si je fais un certain nombre de constats, vous savez, je suis souvent dans la ville et puis je regarde, je fais ce que j'appelle les observations instantanées. On parlait tout à l'heure des ordures, des ramassages de poubelles. À la fois, je trouve que quand on installe des poubelles en ville, elles sont utilisées, parfois bien ou trop utilisées, puisque des fois elles débordent et c'est là que les services de la ville devraient intervenir plus rapidement. Mais très souvent, quand les poubelles sont pleines, on voit souvent des sacs, notamment à proximité des aires de pique-nique, je pense au plan d'eau en particulier, des sacs qui sont mis au moins au pied des poubelles. Donc, ça montre donc qu'il y a encore ce respect, plutôt que de dire on laisse nos ordures n'importe où, on vient y déposer un point précis. Mais à côté de ça, vous avez en ville, je pense toujours à ce point, je prends toujours un exemple qui m'exaspère au plus haut point, de la rue Jean Girard, donc au démarrage de la place Gordenne, où vous pouvez passer à n'importe quel jour de l'heure de la nuit, vous y trouvez des poubelles. Donc voilà, je crois que le civisme commence à ça, c'est le respect de l'autre et puis le respect de ce que l'on fait, et notamment quand on se dit une ville accueillante, quand on a envie de travailler sur l'attractivité, faire venir des jeunes, je reprends le cas de tout à l'heure, et le moindre des choses, c'est qu'on soit respectueux de l'environnement et puis qu'on donne envie aux gens de venir dans notre ville et qu'ils ne partent pas avec une image d'une ville sale. Je ne pense pas qu'on ait cette image-là. Bon, les touristes que je vois, ou même les nouveaux arrivants, j'ai eu l'occasion de rencontrer quelques-uns depuis avant l'été, trouvent plutôt que notre ville est propre, mais voilà, une ville propre, ça ne veut pas dire qu'il y a encore beaucoup à faire. Et là-dessus, je crois qu'il faut à la fois compter évidemment sur les services municipaux pour nettoyer, mais à la fois pour que chacun respecte un peu le travail qui est fait par les agents municipaux, d'une part, et puis son environnement, et puis les personnes qui habitent à Bourges et celles qui viennent la visiter. Alors, c'est au tour de Marina qui demande « À quand le début des travaux de la Maison de la Culture ?» On n'a jamais été aussi près. Donc là, c'est la langue de bois. Vous voyez, ça m'arrive de temps en temps. Non, concrètement, comme je l'ai dit, le phasage est le suivant. Il reste l'abattage des arbres, des pentes de ces recours. On appelle plutôt déboisement. Bon, c'est le terme qui est approprié, je suis désolé, on appelle ça le déboisement. Ensuite, il y a une phase de fouille archéologique qui devrait durer 4 à 5 mois. Et puis après, il y a réellement la phase où il va y avoir, en parler de la consultation des entreprises et le lancement des travaux qui devraient démarrer tout début 2018. Alors,
comme je l'ai dit et je le redis, la phase d'abattage des arbres, de déboisement, devra avoir lieu normalement cet automne. Et je vais compléter cette réponse comme j'ai répondu sur France Bleu Berry lundi, l'automne démarrant aujourd'hui et se terminant le 20 décembre. Autour de Jimmy, lors du dernier conseil municipal, il a été évoqué le cas de l'office de tourisme. Quand pensez-vous avoir des réponses quant à l'avenir des personnels y travaillant? Et le petit train qui attire beaucoup de touristes sera-t-il présent l'année prochaine? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Pour rappeler simplement que cette situation est inacceptable, mais les contraintes font qu'on se trouve dans ce cas de figure. L'office de tourisme est un outil essentiel pour la promotion du tourisme de la ville. L'office de tourisme a toujours fait un très gros travail. Une fois encore, quand on voit le nombre de touristes qui étaient encore présents cet été sur Bourges, la saison était très bonne. Ça veut dire que toute cette promotion du tourisme se fait très bien. Autre élément, vous savez ou vous ne savez pas, mais je vais le répéter, la promotion du tourisme est transférée par la loi NOTRe à l'agglomération à partir du 1er janvier 2017. Donc il n'y a pas d'amalgame à faire entre les deux événements. Quoi qu'il arrive, on aurait transféré cette promotion du tourisme. C'est la raison pour laquelle nous avons travaillé au sein de l'agglomération depuis le début de l'année pour trouver quelle serait la meilleure solution pour promouvoir ce tourisme à partir de l'agglomération. Arrive cet événement-là, qui est malheureux, bien évidemment, on ne va pas revenir dessus. Aujourd'hui, la liquidation est prononcée jusqu'au 30 septembre, c'est-à-dire que normalement, dans 9 jours, l'office de tourisme devrait arrêter son activité. On n'a pas d'informations plus que ça. Je voudrais dire que la ville de Bourges, aujourd'hui, n'est que financeur d'une association, puisque l'office de tourisme est une association, et donc c'est la responsabilité du président de l'association de faire fonctionner son office de tourisme ou demander, comme c'était le cas, une prolongation de l'activité jusqu'au 31 décembre. Ce n'est pas la décision effectivement de la mairie de dire oui ou non, c'est la décision du tribunal de grande instance. Donc dès lors que cette proposition est faite et puis que cette proposition est viable, elle doit être viabilisée par le liquidateur qui a en charge la conduite de l'office de tourisme jusqu'à échéance. Le juge jugera bon de transférer, d'arrêter ou de confirmer la fin de l'activité office de tourisme au 30 septembre ou éventuellement de la prolonger. Donc voilà, on n'a pas cette information-là, on essaie de se renseigner, mais évidemment, on va pas, tant que le jugement n'a pas été pris, on ne nous donnera pas de réponse. Moi, ce qui me paraît aussi important, c'est qu'on puisse assurer à minima l'activité le plus vite possible. J'ai expliqué au conseil municipal, il y a 4 activités au niveau de l'office de tourisme. Aujourd'hui, il y a l'accueil, il y a la boutique, la vente de produits, il y a la commercialisation touristique, ce qu'on a par exemple la gestion de congrès ou la gestion d'événements comme on a eu le championnat du monde de cadet, l'escrime cadet junior donc au mois d'avril. Et puis il y a l'activité de guide, de guidage donc des touristes. Nous avons aujourd'hui cette possibilité de pouvoir assurer ces activités autrement. D'abord, au niveau des guides, je vais reprendre à l'envers, nous avons le bureau des guides qui existe, qui fait un très bon travail. Donc, dès lors que ce bureau des guides est sollicité, c'est une association sollicitée, il peut effectivement organiser des visites de la ville et de notre patrimoine. Deuxième activité, c'est la commercialisation donc, touristique, type congrès. D'autres le font sur le territoire aujourd'hui, le font même plutôt bien. Donc si l'activité s'arrêtait au niveau de l'office de tourisme, d'autres seraient capables d'organiser cette activité. Ensuite, la commercialisation des produits, j'aurais tendance à dire aujourd'hui les produits qui sont vendus en boutique peuvent l'être aussi par ceux qui les vendent autrement. C'est-à-dire si je sais pas, je vais prendre 2 exemples. Les sirops Monin peuvent très bien, Olivier Monin peut très bien dépêcher du personnel dans le lieu office de tourisme pour faire la promotion de son produit. Les Forestines qui ont repris leur activité, et je m'en réjouis, peuvent faire de même, et bien d'autres.
Et enfin, donc, il y a l'accueil du touriste à proprement parler. On arrive dans une ville, on a besoin de savoir qu'est-ce qu'on peut visiter, où est-ce que je me trouve, où est-ce que je peux aller dîner, enfin toutes les questions que peuvent poser les touristes quand ils arrivent. Là, nous sommes en capacité Ville de Bourges de mettre à disposition des agents de la Ville de Bourges sur ce sujet-là, de manière à pouvoir renseigner les touristes. Donc vous voyez, aujourd'hui, donc, nous avons cette capacité à poursuivre cette activité. Alors maintenant, dans la structure nouvelle qui sera retenue pour la promotion du tourisme portée par l'agglomération, elle n'existe pas. Hein, c'est ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui et les choses ne sont pas suffisamment avancées pour qu'on puisse communiquer dessus. Évidemment, cette structure devra embaucher des salariés, c'est une évidence. Alors, là-dedans, ce qui me paraîtrait évident, c'est de peut-être proposer aux salariés qui auraient quitté, hein, qui seront inévitablement à la liquidation, qui seront au chômage, hein, puisqu'en fait c'est la règle, c'est le liquidateur qui décidera la mise au chômage. Cette nouvelle on va dire, structure pourrait, de façon intelligente, faire appel à tout ou partie de ses salariés, hein, puisqu'en fait ils ont prouvé leur capacité, leur performance, donc plutôt qu'aller chercher quelqu'un ailleurs, autant faire appel à ses salariés. Et quant aux petits trains touristiques, là c'est exactement le même sujet, c'est-à-dire la nouvelle structure jugera bon ou pas de continuer à faire circuler ce petit train sur la ville de Bourges. Sincèrement, je suis assez confiant. Je pense qu'on ne peut pas ne pas doter la ville de Bourges d'un outil qui permet sa promotion et la promotion de l'agglomération en promotion aussi du département, avec tous les outils qui ont été mis en place jusqu'à présent, dont le petit train, et puis peut-être en développer d'autres de manière à ce qu'on travaille encore davantage à l'attractivité de notre territoire. La prochaine question est posée par Fabrice. Avez-vous un calendrier précis sur le déploiement de la fibre à Bourges et savez-vous quand toute la ville sera couverte ? Alors c'est une très bonne question. Là je fais comme les hommes politiques. Hein. C'est une très bonne question, je vous remercie de m'avoir posée, mais avant de vous répondre, non, là c'est une bonne question parce que je n'ai pas la réponse. Alors je vais être précis quand même plus précis sur ma mauvaise réponse. Vous savez que par convention avec l'opérateur Orange, nous avons convenu, donc là c'était au cours du mandat précédent, que le déploiement de la ville de Bourges se ferait sur 5 ans. Il se trouve que là nous avons réalisé le premier, donc il y a 5 zones, une zone par année, nous avons réalisé la première, la deuxième, et nous sommes en cours de réalisation de la troisième zone. Il en restera donc en conséquence 2 autres. Sur la première et la deuxième zone, j'aurais tendance à dire que tout est fait, sauf qu'on va toujours trouver des exceptions qui vont démontrer que les choses ne sont pas aussi simples que ça. Je vais prendre un exemple très précis. Le chemin de Villeneuve a été fibré, je vais l'appeler comme ça, à 90% sur sa longueur. Sauf que les 10 derniers pourcents, hein, c'est sur le bout du chemin de Villeneuve, ne le sont pas. Pourquoi ? Parce que, je ne vais pas être trop technique, les techniciens d'Orange font passer la fibre dans des gaines hein, qui existent déjà, qui sont les gaines téléphoniques, on va dire traditionnelles. Et puis que si on prend le chemin de Villeneuve, effectivement, la gaine fait une certaine longueur, correspondant aux 90% dont je vous parle, et puis les 18%, ce n'est pas le cas. Et là, on va dire, les câbles téléphoniques traditionnels utilisent les poteaux électriques hein, qui se trouvent au bout de cette rue. Et donc, pour que Orange puisse utiliser aussi ces poteaux électriques pour mettre sa fibre, il doit être passé une convention entre ERDF et Orange. Et cette convention, j'avoue qu'aujourd'hui, je ne sais pas trop où ils en sont. À chaque fois qu'on pose la question, on me dit elle va bientôt être signée, sauf que ça fait plusieurs mois qu'on me dit la même chose. Bon. Et moi, j'aimerais qu'on sache très clairement, et là, j'avoue que nous peinons avec Orange, de connaître précisément, ou imprécisément, c'est pas tellement ça le sujet, qu'on puisse dire, voilà, moi j'habite à cette adresse, j'habite au 93 chemin de Villeneuve par exemple, je ne sais pas qui habite au 93, mais peu importe, je voudrais savoir quand est-ce que j'aurai accès à la fibre. Ça sera peut-être au dernier trimestre 2017, j'en sais rien, mais au moins je le sais. Et aujourd'hui, on n'arrive pas à avoir cette information-là. Alors, je dirais que le déploiement de la fibre se fait très bien à 90%. Il reste des zones compliquées. Et souvent, ces zones compliquées, c'est ceux qui auraient besoin le plus de la fibre, ce qui reste quand même un peu paradoxal. Donc là, c'est pour ça que je vais changer un peu les watts et mettre un peu plus de watts et changer le niveau d'information parce que je trouve qu'on nous balade un petit peu trop sur ce sujet.
Alors nous avons une nouvelle question de Lisiane. Monsieur le maire, vous avez abandonné la piscine Robinson. Pourquoi ne pas avoir conservé ce bassin d'été en le transformant avec des subventions européennes en bassin naturel avec sanitaire, douche, vestiaire écologique ? Ce serait novateur en France et je pense que les touristes du Nord auraient été particulièrement sensibles à cela, ce qui n'empêche pas la construction d'un centre aqualudique. Oui, on va revenir sur la décision qui nous a conduit donc à fermer la piscine Robinson, et une fois encore avec regret, moi le premier. Ce n'est pas été de gaieté de cœur que nous le devions faire. Alors, vous avez évoqué un certain nombre de raisons. Malgré tout, le premier, c'est que la piscine de Robinson nous coûtait en fonctionnement 250 000 euros par an pour une utilisation de 2 mois maximum. Donc c'est à l'époque où les collectivités ont été étranglées par le gouvernement et continuent à l'être. 250 000 euros, pour vous donner un ordre d'idée, c'est les 0,8 points d'impôt tous les ans, qu'il faudrait rajouter tous les ans. Et puis après, il y a les phénomènes sanitaires que vous évoquez. D'abord, il faut savoir qu'on n'est pas dans un terrain constructible. Ça veut dire que quelque part, nous n'aurions pas pu construire aucun des bâtiments. Aucun bâtiment. Une piscine, ce n'est pas forcément qu'un bassin, c'est toutes des installations autour. Je crois que vous connaissez ça par cœur. Et là, nous aurions été dans l'impossibilité technique de pouvoir réaliser ces travaux, quel que soit l'aspect financier et niveau d'investissement et aide qu'on pourrait avoir. Techniquement, c'est juste impossible de construire dans ce lieu-là. Donc voilà, la réponse est là. Maintenant, bon, vous l'avez dit, le centre ludique aquatique, ce n'est pas quelque chose qui est lié à la piscine Robinson. Si vous avez de la mémoire, et je ne sais pas si vous étiez là dans les mandats, au moment des mandats précédents, mais c'était un projet qui avait déjà mis en avant Serge Pelletier à l'époque. Pourquoi ça n'avait pas été fait? Parce que la logique voulait que ce type de projet soit porté par l'agglomération et pas par la commune de Bourges, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Donc il n'y a pas de lien entre les deux, et c'est vrai que le fait d'avoir un centre ludique aquatique ne répondra pas au manque de la piscine Robinson, qui avait son charme, qui avait sa spécificité. C'était un lieu, on va dire, bucolique, et puis il y avait une histoire dans tout ça. Mais en tout cas, voilà, pourra offrir, je dirais, des lieux plus adéquats pour pouvoir se baigner, et puis aussi pour pouvoir jouer et s'amuser, ce qui n'est moins le cas, qui est peut-être pas trop le cas dans le centre nautique, qui n'est pas forcément conçu pour ça, mais qui sera tout à fait le cas au centre loisir dont on parle tout à l'heure. C'est pour ça que le terme loisir est employé. Alors, c'est au tour de Marco qui vous fait part de sa tristesse de voir que les foulées roses ne se déroulent plus à Bourges. Pourquoi avez-vous laissé partir cet événement à la Chapelle ? Vous savez, moi personnellement, en tant que maire de Bourges, j'ai rien fait partir. En fait, l'organisation Foulées Roses a décidé de s'implanter à la Chapelle Saint-Ursin. Tant mieux pour la Chapelle Saint-Ursin, tant mieux pour cette épreuve que je trouve vraiment magnifique. Donc ça, c'est un choix d'organisateur, c'est pas une décision de la commune. D'ailleurs, j'avais reçu les organisateurs des Foulées Roses, ça devait être au mois de novembre, je crois, l'an dernier. Je me souviens, j'étais accompagné de Sébastien Cartier à l'époque. Il nous avait d'ailleurs demandé s'il était possible de rajouter des moyens logistiques, parce qu'effectivement, entre les Foules de Bourges et les Foulées Roses qui avaient lieu en même temps, il y a eu des petits couacs parce qu'il y avait beaucoup de monde en fait sur le même lieu, et donc moi j'avais répondu évidemment en fonction de la disponibilité. Bien évidemment, s'il fallait d'autres logistiques, on la mettrait à disposition. Bon, voilà, le choix a été fait d'organiser ces Foulées Roses sur une autre commune. Je me réjouis que ce soit sur une commune de l'agglomération, bien évidemment, mais ce qui compte surtout, c'est que cette épreuve ait lieu, parce que je trouve vraiment que c'est une très belle épreuve. Alors, une nouvelle question également de JF Chauveau, qui partage votre point de vue sur les économies, mais la nouvelle maison de la culture allant se construire, qu'allons-nous faire de l'ancienne? Quasiment la même chose qu'avant? Alors, pour vous informer, donc, d'abord, depuis au moins la campagne municipale, les municipales, j'avais dit que nous ferions quelque chose de ce site actuel, et que nous ne ferions rien, excusez-moi, sur ce mandat-là pour des raisons budgétaires. Mais j'avais dit que nous profiterions de cette période pour pouvoir définir d'une façon concertée
de l'usage et de l'utilisation de ce site actuel. Donc nous avons lancé on va dire une consultation, c'est un mot un peu pompeux, il y a quelques mois, auprès de l'ensemble des berruyers. Nous avons reçu un certain nombre de réponses, de propositions. Dans les propositions, on va dire dites raisonnables, parce que vous imaginez, dès que vous ouvrez la porte, on vous dit tout n'importe quoi. Nous avons réussi à les classer en plusieurs grandes familles. Nous avons, à partir de ces familles, lancé un travail par atelier. Donc, il y a une réunion de lancement qui a eu lieu au mois de juillet, je crois. Alors, j'ai plus la date exacte, mais c'était tout début juillet. C'était à la salle du Moutet, auquel j'ai lancé les travaux. Ces ateliers vont se poursuivre là, donc, dans les mois qui viennent, de manière à ce que les citoyens ont été invités à participer, de manière à ce qu'on construise ensemble, qu'on essaie de trouver quel est le meilleur usage qui puisse se faire de cette maison de culture. Et en tout cas, même moi, à titre personnel, j'ai des idées, j'ai des avis, je veux vraiment laisser concerter et les berruyers construire leurs projets sur ce site actuel. Bien évidemment, s'en suivra un certain nombre d'études de faisabilité, de coûts, qui nous guidera. On va sur un projet qui sera, on va dire, partagé le plus possible, bien évidemment, par l'ensemble des acteurs du territoire berruyer, peut-être même de l'agglomération. Alors, on change de domaine avec la question suivante qui nous vient d'Hervé et qui vous demande combien de caméras de surveillance avez-vous installées à Bourges ? Alors, c'est une bonne question. Alors, je peux me tromper sur quelques unités. Nous sommes grosso modo sur l'agglomération à plus quasiment, je crois, une centaine de caméras, puisque nous en avons sur les zones d'activité. Là, je crois qu'on ne doit pas être loin de 70 à 75 de mémoire implantées. Nous allons en implanter 2 autres prochainement, une place du 14 juillet et puis une chemin de Turly, route de Turly, c'est ça. Donc voilà, nous en implantons donc, au fur et à mesure. Ça se fait d'une façon concertée, notamment nous appuyons sur les avis de la police municipale, mais aussi sur les avis de la police nationale, sur des secteurs qui leur semblent opportuns. Tout ça passe aussi par un comité sur une présentation avec les représentants notamment de l'État, de manière à qu'on puisse avoir l'autorisation d'implanter ces caméras. Il faut voir aussi une chose, c'est que nous sommes, ça a un coût, mais nous sommes aussi subventionnés par l'État sur des fonds interministériels, donc c'est quelque chose d'important. Et puis il faut voir aussi, j'insiste sur l'efficacité de ces caméras de vidéoprotection, et en particulier, je ne sais pas si ça a été indiqué dans la presse, mais vous vous souvenez que pendant l'été, il y a eu 3 attaques à main armée, une sur Trouy et puis 2 sur Bourges, la station Access Total et puis le bureau de tabac qui se trouve un peu plus haut. Et les individus ont été arrêtés grâce notamment aux caméras de vidéoprotection. La prochaine question nous vient de Jimmy. Beaucoup de personnes pensent avoir un jour la rue Moyenne entièrement piétonne. Et vous, ce serait-il dans vos projets ? Alors ça, c'est le serpent de mer qu'on traîne depuis très très longtemps. Il ne s'agit pas d'une simple décision. Moi, personnellement, l'avis que j'ai aujourd'hui, c'est de rendre la rue Moyenne que piétonne, ça serait une erreur. Par contre, envisager la rue Moyenne, on va dire semi-piétonne, ce qu'on appelle les zones de rencontre, qu'on appelle autrement des zones 20, où le piéton serait prioritaire par rapport au vélo, par rapport aux 2 roues, et serait eux-mêmes prioritaires par rapport aux 4 roues, c'est quelque chose d'important. Mais pour arriver à ça veut dire qu'il faudrait de toute manière requalifier la rue Moyenne, ce qui a aussi un coût. Mais pour arriver à ça, il faut se poser la question du flux de circulation des automobiles en centre-ville. Aujourd'hui, il y a un événement, on va dire nouveau, qu'il est un peu moins maintenant, c'est l'arrivée d'Avaricom, avec les parkings, qui a un impact, alors pas aussi important qu'on pouvait l'imaginer, mais qui a un impact sur la fréquentation automobile de l'hypercentre. Mais ce n'est pas suffisant. On a toujours aujourd'hui le parking Cujas, et en particulier pour aller au parking Cujas ou pour s'en sortir, il n'y a pas beaucoup de voiries.
On voit bien que vous accédez au parking Cujas par la rue du Commerce quand vous venez du bas de la ville, et puis par la rue Porte-Jaune quand vous êtes plutôt sur la partie nord de la ville. Et puis, une fois que vous êtes sur le parking Cujas, il faut évacuer quand vous voulez partir. Et le seul moyen d'évacuer aujourd'hui, c'est soit par la rue Branly, ce qui n'est quand même pas un axe forcément très fréquentable, je parle en termes de circulation automobile, bien évidemment, mais c'est aussi c'est la rue Moyenne. Donc vous voyez bien qu'il y a une gestion de la circulation qui est encore importante tant que le parking Cujas reste un parking en tant que tel. Donc je crois qu'il faut qu'on travaille autrement. Moi j'ai comme idée, et depuis très longtemps, d'apaiser la circulation automobile en centre-ville. D'abord pour des raisons de confort, mais tout en faisant en sorte notamment pour les commerces, que les clients potentiels puissent aussi y accéder facilement. C'est la raison pour laquelle nous allons d'abord, faire un gros travail et les travaux vont débuter très prochainement, sur la signalisation des parkings en centre-ville, à la fois sur l'hypercentre, mais aussi légèrement à l'extérieur, donc avec des panneaux numériques qui vous indiquent le nombre de places disponibles, parce que nos parkings sont loin d'être saturés. Et puis un deuxième élément, ça serait une troisième navette. Alors, je pense une troisième navette, peut-être une adaptation de la deuxième. En tout cas, je suis plutôt sur une troisième navette qui permettrait de desservir des parkings qui sont aujourd'hui non payants. Je pense au parking du Prado, autour de la patinoire, autour du CGR. Vous avez le parking de Juranville, et vous avez aussi tout le plateau de Rond. Bon, pour les plus anciens, le plateau de la machine agricole, qui sont des parkings qui sont très peu utilisés, sauf cas exceptionnels quand vous avez des matchs de basket, mais enfin c'est quand même pas tous les jours, bien évidemment. Et donc mettre une navette qui permettrait de récupérer, si je m'exprime ainsi, du potentiel de personnes qui se garaient sur ces parkings-là, pour les amener en centre-ville, bien sûr d'une façon non payante. Cette navette pourrait aussi desservir, je vous un peu une parenthèse, le conservatoire de musique et de danse. Donc voilà, donc je crois qu'il faut, avant même de penser à faut-il mettre la rue piétonne moyenne ou pas, il faut se donner les moyens de pouvoir la mettre en place, et donc apaiser la circulation automobile et traiter le parking Cujas. Gérard pose la question suivante. Quel bilan tirez-vous de la première année de la mission emploi, et quel type d'emploi peut-on espérer obtenir à Bourges ? Alors plutôt un bon bilan. D'ailleurs, pour rappeler que nous allons, entre guillemets, fêter le premier anniversaire de la mission emploi. Alors, je crois que c'est le 27 septembre, je n'ai plus trop ça en tête, je crois que c'est dans ces eaux-là, puisque nous avons ouvert le 23 septembre l'année dernière. C'est quelque chose qui fonctionne bien. Pourquoi ? Parce que d'abord, nous avons à peu près entre 1200 et 1200 candidats qui sont venus nous voir depuis le 23 septembre dernier, sachant que les candidats viennent uniquement dans l'objectif de trouver un emploi. Puisqu'en fait, on peut ne leur offrir que ça. On ne peut pas leur offrir d'indemnité, chômage ou autre. Donc les personnes qui viennent nous voir ont une démarche volontaire de venir travailler et ont envie de travailler. Donc ça, c'est plutôt bien. Deuxième chiffre important, c'est que sur ces 1200 dossiers candidats, alors je parle sur le contrôle de ceux qui connaissent les chiffres par cœur, je crois que nous sommes au dernier recensement à 383 mise en place dans des conditions de travail, c'est-à-dire soit effectivement on a décroché un CDI, soit on a décroché un CDD, soit on a des activités d'intérimaire, soit orientées sur des formations qualifiantes. Et c'est très important, parce que ça veut dire que c'est presque 400 familles en moins d'un an que nous avons pu remettre en situation moins inconfortable qu'elles le sont aujourd'hui. Donc c'est un beau travail. Je vous avouerai que j'ai eu un tout petit peu peur au début, parce que notre courbe de montée en candidature était très élevée, et les offres d'emploi n'étaient pas encore complètement au rendez-vous. Là, un gros travail était fait sur un réseau d'entreprises locales qui étaient aussi en difficulté pour recruter, et donc la conjonction de cette action est plutôt bonne. Mais très sincèrement, je souhaiterais, mais vraiment du fond du cœur, que la mission emploi n'existe plus. Ça voudrait dire qu'il n'y a plus de problème de chômage sur nos territoires, et ça serait une vraie réussite, mais je crois que nous n'en sommes pas là, malheureusement, et en tout cas, j'ai souhaité renforcer cette mission emploi et donner des moyens complémentaires de manière à être beaucoup plus performant.
La question suivante nous vient de JF Chauveau, qui pratique régulièrement la course à pied et qui voit des jeunes en scooter autour du lac ou dans les petits passages des marais, alors que c'est interdit à ce type de véhicule. Il y avait avant des barrières qui les empêchaient de passer, mais beaucoup n'existent plus. Alors, que comptez-vous faire ? Alors JF Chauveau, vous êtes à la fois très pratiquante de course à pied, mais aussi le chat vidéo, puisque c'est quand même votre troisième question. Donc merci en tout cas pour cette question. Oui, la problématique de l'usage des aménagements, on va dire cyclables ou cyclables et piétonnes, est un vrai souci. Alors, parce que d'une part, effectivement, on souhaite interdire l'accès aux deux roues motorisées. Donc pour ça, mais il faut, alors soit on met, je dirais, des agents municipaux, de la police municipale à chaque intersection, vous imaginez, c'est juste pas possible, soit on met des obstacles physiques. Mais si on met des obstacles physiques, vous avez certaines associations que je tairai qui ont une action importante, notamment, mais qui soutiennent, je dirais, le vélo sur notre territoire, vont vous dire, mais de toute manière, si vous mettez des obstacles, vos pistes deviennent impraticables, donc il faut les enlever. Et à la fois, l'autre problème, c'est que dès lors que vous mettez des obstacles, vous avez la problématique des personnes à mobilité réduite, par exemple les mamans ou les papas qui poussent leurs enfants en poussette, ou les personnes qui sont en fauteuil roulant, à qui vous interdisez cet accès si vous mettez des obstacles trop sévères. Donc voilà, la difficulté, elle est là. De ceux qui sont des pro-obstacles pour réserver effectivement l'usage aux usagers ciblés, et puis ceux qui vous disent, de notre côté, il faut mettre d'obstacles, sinon on ne peut pas pratiquer correctement. Donc voilà. Donc maintenant, s'il y a des points particuliers, et vous allez bien connaître aussi la ville, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec Philippe Mousny, qui est maire adjoint en charge des travaux, qui pourra effectivement ponctuellement, s'il y a des barrières qui ont été peut-être bousculées, les remettre en place. Et nous arrivons à la dernière question qui est posée par Yvette. Que pouvez-vous faire pour éviter la fermeture de notre bureau de poste à Asnières ? On peut faire, vous savez, la poste est un service au public, n'est pas un service public, et donc elle est gérée comme une entreprise, on va dire privée aujourd'hui, ce qui n'était plus le cas avant, et donc elle prend ses décisions, c'est de sa responsabilité. Moi, en tant qu'élu, j'ai reçu donc les représentants de la direction de la Poste pour leur signifier d'abord mon fort mécontentement sur le fait de fermer des bureaux de poste, même si les raisons peuvent s'entendre, je dirais quelque part, et puis de surtout faire en sorte qu'on trouve des solutions de manière à pouvoir assurer ce service au public. Et ça, donc, nous avons pris rendez-vous fin octobre pour que les représentants de la Poste me présentent quelles sont les solutions à apporter. L'origine de ces choses-là, c'est que entre 2012 et 2020, il est prévu une diminution du courrier de 50%. Donc c'est conséquent, on comprend pourquoi. C'est vrai que maintenant les moyens d'échange sont divers et variés, ce soit les emails ou les courriels, que ce soit le téléphone qui existait avant mais qui sont utilisés encore plus différemment et d'une façon plus intense qu'avant, les réseaux sociaux, les moyens de déplacement. Donc tout ça fait en sorte que les gens écrivent moins et donc ça justifie effectivement que la Poste puisse s'adapter à ses besoins. Donc à partir de là, je pense qu'il ne faut pas évidemment fermer tous les services de la Poste, mais il faut faire en sorte qu'on puisse proposer aux usagers le même service. Donc c'est ce que va me proposer donc la direction de la Poste d'ici quelques jours maintenant. Voilà, donc nous sommes arrivés, j'aurais tendance à dire déjà, parce que là je n'ai pas vu le temps passer, c'est parce qu'il fait peut-être moins chaud dans ce studio qu'il faisait chaud au mois de juin quand nous nous sommes rencontrés. Donc voilà, cette séance est malheureusement terminée, puisqu'on aurait pu discuter, échanger encore bien plus longtemps. Mais comme tout a une fin, je voulais d'abord vous souhaiter une bonne soirée, après vous avoir remercié de votre participation. Je vous donne rendez-vous, donc la prochaine fois, c'est le mercredi 19 octobre à 19h, sauf changement, mais auquel cas vous le saurez en consultant les moyens de communication de la ville, Internet ou Facebook. Merci encore, je vous souhaite une très très bonne soirée. À bientôt. Au revoir.